Sur le plan sentimental, elle avait moins à dire. Il y avait eu quelques relations et même 2 tentatives de vie commune. Elle parvint à mobiliser une émotion suffisante pour en parler, mais quand même elle ne pouvait se le dissimuler. Les 2 hommes, 2 acteurs au succès à peu près égal au sien, qui avaient envisagé de partager sa vie, étaient beaucoup moins amoureux d'elle que de son appartement. Au fond, j'étais peut-être le seul homme qu'il ait vraiment aimé, conclut-elle avec une sorte de surprise. Je m'abstiens de la détromper. Malgré le caractère désenchanté et même nettement triste de ce récit, j'avais apprécié mes Saint-Jacques et me penchais avec intérêt sur la carte des desserts. Le vacherin glacé et son coulis de framboises retint aussitôt mon attention. Claire opta pour les profiteroles au chocolat chaud, un classique. Je commandai une 3e bouteille de vin blanc. Je commençais vraiment à me demander si, à un moment donné, elle allait me dire « Et toi ?» Enfin, les choses qu'on dit dans ce genre de circonstances, au moins dans les films et même, me semblait-il, dans la vie réelle. Vu le déroulement de la soirée, j'aurais normalement dû refuser de prendre un dernier verre chez elle. Et encore maintenant, je me demande ce qui m'a poussé à accepter. Peut-être un peu la curiosité de revoir cet appartement où j'avais quand même passé 1 an de ma vie. Mais aussi, je devais commencer à me demander ce que j'avais bien pu trouver à cette fille. Il devait quand même y avoir une autre chose que le sexe. Ou bien non, c'était effrayant à penser. Il n'y avait eu que le sexe. Ses intentions à elle, en tout cas, étaient sans ambiguïté. Et après m'avoir proposé un verre de cognac, elle m'entreprit à la manière directe qui était la sienne. Plein de bonne volonté, j'ôtai mon pantalon et mon slip afin de lui faciliter la prise en bouche. Mais en réalité, j'étais déjà traversé d'une prémonition inquiétante. Et lorsqu'elle eut pendant 2 à 3 minutes mastiqué sans résultat à mon organe inerte, je sentis que la situation risquait de dégénérer et je lui avouai que je prenais en ce moment des antidépresseurs, des doses massives d'antidépresseurs, ajoutai-je pour faire bonne mesure, ce qui avait pour inconvénient de supprimer en moi toute libido. L'effet de ces quelques paroles fut magique, je la sentis aussitôt rassurée. Et évidemment, on préfère toujours incriminer les antidépresseurs de l'autre plutôt que ses propres bourrelets, mais de plus un mouvement de compassion sincère traversa son visage. Pour la première fois de la soirée, elle sembla s'intéresser à moi lorsqu'elle me demanda si je traversais un moment de déprime. Pourquoi et depuis quand? Je produisis alors un récit simplifié de mes dernières mésaventures conjugales, disant à peu près la vérité surtout. À part les aventures canines de Yuzu que j'estimais inutiles à la compréhension d'ensemble, la seule différence notable étant que dans mon récit, c'était Yuzu qui avait finalement décidé de repartir au Japon, obtempéra finalement aux représentations répétées de sa famille. Et présenté comme ça, le truc devenait assez beau, un conflit classique entre l'amour et le devoir familial et ou social, comme l'aurait écrit un gauchiste des années 1970. C'était un peu comme un roman de Théodore Fontane, précisait Jacques Clair, bien qu'elle ne connût vraisemblablement pas cet auteur. La japonaise ajoutait à l'aventure un cachet exotique à la loti ou à la ségalène, je les confonds. En tout cas, l'histoire lui plaisait visiblement beaucoup. Profitant de ce que je la voyais mariner dans d'amples méditations femelles aggravées d'un second verre de cognac, je me réajustai discrètement et au moment même où je refermais ma braguette, je fus traversé par la pensée que nous étions aujourd'hui le 1er octobre, dernier jour du préavis de l'appartement de la tour Totem. Yuzu avait certainement attendu le dernier jour et sans doute était-elle en ce moment dans le vol qui la ramenait à Tokyo. Peut-être même l'appareil entamait-il son approche de l'aéroport de Narita et ses parents étaient déjà derrière les barrières du hall d'arrivée des voyageurs. Le fiancé attendait probablement près de la voiture dans le parking. Tout était écrit et maintenant tout allait s'accomplir. Et c'était peut-être précisément pour cette raison que j'avais téléphoné à Claire. J'avais oublié jusqu'il y a quelques minutes que nous étions le 1er octobre. Mais quelque chose en moi, mon inconscient sans doute, n'avait pas oublié. Nous vivons sous l'emprise de divinités incertaines. Le chemin que nous firent prendre ces jeunes filles était absolument fallacieux. Il faut ajouter qu'il pleuvait. Comme l'écrit, probablement, Nerval quelque part. Je ne pensais plus trop souvent à Nerval ces temps-ci. Il s'était pourtant pendu à 46 ans, et Baudelaire lui aussi était mort à cet âge. Ce n'est pas un âge facile.
La tête de Claire reposait maintenant sur sa poitrine et des ronflements montaient de sa gorge. Elle était visiblement blindée et en principe j'aurais dû partir à ce moment. Mais je me sentais bien sur le gigantesque canapé de son open space. Une extrême latitude m'envahit à l'idée de retraverser Paris. Je m'allongeai et me tournai sur le côté pour éviter de la voir. 1 minute plus tard, je m'endormis. Il n'y avait dans cette tôle que du café soluble, ce qui était déjà en soi un scandale. S'il n'y avait pas de machine espresso dans un appartement pareil, où pouvait-il y en avoir, on se le demande. Enfin, je me fis un café soluble. Un jour faible filtrait par les persiennes et malgré toutes mes précautions, je heurtai quelques meubles. Claire apparut presque aussitôt sur le seuil de la cuisine. Sa nuisette courte et semi-transparente dissimulait peu ses appas. Heureusement, elle semblait penser à autre chose et à accepter le verre de café soluble que je lui tendais. Putain, elle n'avait même pas de tasse. Une seule gorgée lui suffit et elle se mit aussitôt à parler. C'était amusant que j'habite Tourtothème, dit-elle. Je n'avais pas mentionné ma récente installation à l'hôtel Mercure, parce que son père était à l'origine du projet. Il avait été l'assistant d'un des 2 architectes. Elle avait peu connu son père, il était mort quand elle avait 6 ans, mais elle se souvenait que sa mère avait gardé une coupure de presse dans laquelle il se justifiait des polémiques qu'avait engendré la construction. La tour Totem avait plusieurs fois été classée parmi les bâtiments les plus laids de Paris, sans jamais se hisser à la hauteur de la tour Montparnasse, régulièrement désignée dans les sondages comme l'immeuble le plus laid de France, et dans un sondage récent de Tourist World comme le plus laid du monde, juste derrière l'hôtel de la ville de Boston. Elle se déplaça jusqu'à l'open space et à mon léger effarement revint 2 minutes plus tard avec un album photo qui menaçait d'être le support d'une ample narration de vie. Durant les lointaines années 1960, son père avait de toute évidence été une sorte de Minet. Des photos de lui en costume renommé à la sortie du bus Palladium ne laissaient planer aucun doute là-dessus. Il avait en somme mené la vie aisée d'un jeune homme aisé des années 1960. D'ailleurs, il ressemblait un peu à Jacques Dutronc, et par la suite, il était devenu un architecte entreprenant, et sans doute un peu affairiste, tout au long des années Pompidou et Giscard, avant de trouver la mort au volant de sa Ferrari 308 GTB, de retour d'un week-end à Deauville qu'il avait passé en compagnie de sa maîtresse suédoise, le jour même de l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République. Sa carrière déjà très convenable aurait alors pu prendre un nouvel essor. Ses amis au Parti socialiste étaient nombreux, et François Mitterrand un président bâtisseur. Peu de choses l'empêchaient d'arriver au plus haut niveau de sa profession, mais un 35 tonnes qui s'était déporté sur le milieu de la chaussée en avait décidé autrement. Sa mère avait regretté ce mari volage, mais munificent, et qui d'ailleurs lui laissait pas mal de liberté de son côté. Mais surtout, elle n'avait pas supporté l'idée de se retrouver seule avec sa fille. Son mari était certes un queutard, mais également un père assez tendre, qui prenait une grande part dans les soins de l'enfant. Et elle ne se sentait aucune fibre maternelle, absolument aucune. Et avec les enfants dans le cas de la mère, c'est tout un. Soit on se dévoue totalement à eux, on oublie son propre bonheur pour se consacrer au leur, soit c'est l'inverse qui se produit, et ils ne sont plus qu'une présence immédiatement gênante et rapidement hostile. À l'âge de 7 ans, Claire avait été casée dans un internat de filles à Ribeauvillé, tenu par la congrégation des Sœurs de la Divine Providence. Je connaissais déjà cette partie de l'histoire. Il n'y avait même pas de croissant, même pas un pain au chocolat, que dalle. Claire se servit un verre de vodka, ça y était. Elle partait au quart de tour dès 7 heures du matin. Tu t'es enfui à l'âge de 11 ans, coupai-je pour abréger sa narration. Je me souvenais de sa fuite, c'était un moment fort de sa geste héroïque, de sa conquête de l'indépendance. Elle était revenue à Paris en autostop. Quand même, c'était risqué, il aurait pu lui arriver n'importe quoi, d'autant qu'elle commençait sérieusement, selon ses propres termes, à s'intéresser à la bite. Mais il ne lui était rien arrivé du tout. C'était selon elle un signe. À ce moment, je sentis venir le tunnel de ses relations avec sa mère et j'eus le courage d'exiger que nous sortions dans un café prendre un petit déjeuner normal. Un double express avec des tartines et peut-être même une omelette au jambon. J'avais faim, arguai-je d'un ton plaintif. J'avais vraiment faim. Elle passa un manteau au-dessus de sa nuisette rue de Ménilmontant. Il devait y avoir tout ce qu'il fallait. Peut-être même aurions-nous la chance de voir Vincent Cassel attablé devant une noisette. En tout cas, on était sortis de l'appartement. C'était une étape. Dehors, c'était déjà un matin d'automne, venteux et un peu frais. Au cas où l'affaire se prolongerait, j'avais prévu d'invoquer un rendez-vous médical en milieu de matinée. À ma grande surprise,
Immédiatement après que nous fûmes attablés, Claire revint sur l'histoire de ma japonaise. Elle souhaitait en savoir plus. La coïncidence de la tour totem l'avait frappée. Les coïncidences sont les clins d'œil de Dieu. Était-ce de Vauvenargues ou de Chamfort, je l'avais oublié. Peut-être de la Rochefoucauld ou de personne. Quoi qu'il en soit, je pouvais tenir longtemps sur le thème du Japon. J'avais déjà expérimenté. Je commençais par prononcer avec subtilité. Le Japon est une société plus traditionnaliste qu'on ne le croit souvent. Ensuite, je pouvais enchaîner pendant 2 heures sans risque d'être contredit. De toute façon, personne ne comprenait rien au Japon ni aux Japonais. Au bout de 2 minutes, je me rendis compte que parler me fatiguait encore plus qu'écouter. C'était les relations humaines en général qui me posaient un problème. Et tout particulièrement, il fallait bien convenir. Les relations humaines avec Claire, je lui repassai le dé de la conversation. Le décor de ce café était agréable, mais le service un peu lent. Et nous replongeâmes vers les 11 ans de Claire, alors que des clients qui ressemblaient tous à des intermittents du spectacle envahissaient peu à peu le café. D'emblée, une lutte s'était engagée avec sa mère, une lutte qui avait duré presque 7 ans, une lutte féroce, basée avant tout sur une compétition sexuelle de tous les instants. J'en connaissais certains moments forts, comme celui au clair, ayant découvert des préservatifs en fouillant dans le sac à main de sa mère, avait traité celle-ci de vieille pute. Je savais moins et je l'appris que Claire, joignant en quelque sorte le geste à la parole, avait entrepris de séduire la plupart des amants de sa mère en utilisant cette technique, simple mais efficace, que je l'avais vu employer avec moi. Je savais encore moins que la mère de Claire, contre-attaquant avec les moyens plus sophistiqués dont la femme mûre apprend peu à peu à user par la lecture des féminins de référence, avait de son côté entrepris de se taper les petits amis de Claire. Dans un film YouPorn, nous aurions eu une séquence du genre Mom Teaches Daughter, mais la réalité était comme souvent moins riante. Les croissants arrivèrent assez vite, mais l'omelette au jambon mit plus de temps. Elle arriva au moment où Claire atteignait ses 14 ans, et je l'eus terminée avant qu'elle ne fête son 16e anniversaire. J'étais calé maintenant et je me sentais assez bien. Il me parut soudain réalisable d'abréger la rencontre en synthétisant d'un ton intense et heureux. Et puis le jour de tes 18 ans, tu es parti, tu as trouvé un emploi dans un bar près de la Bastille et une chambre à 3. Après quoi nous nous sommes rencontrés, mon amour. J'avais oublié de te le dire, mais j'ai un rendez-vous chez mon cardiologue à 10 heures. Allez, bisous, on s'appelle très vite. J'avais déjà déposé un billet de 20 € sur la table et je ne lui ai laissé aucune chance. Elle me jeta un regard un peu bizarre, un peu battu. Lorsque je sortis du café en agitant largement la main, je luttai 1 à 2 secondes contre un ultime réflexe de compassion, puis m'engageai avec rapidité dans la descente de la rue de Ménilmontant. Par pur réflexe, j'obliquai dans la rue des Pyrénées, je maintins un trot soutenu et en moins de 5 minutes, j'étais au métro Gambetta. Elle était de toute évidence foutue, sa consommation d'alcool n'allait cesser de s'accroître et rapidement cela ne lui suffirait plus. Elle y rajouterait des médicaments, le cœur finirait par lâcher et on la retrouverait étouffée dans ses vomissures au milieu de son petit 2 pièces sur cours du boulevard Vincent Lindon. Non seulement je n'étais pas en état de sauver Claire, mais plus personne n'était en état de sauver Claire, hormis peut-être certains membres de sectes chrétiennes. Ceux-là même qui accueillent ou feignent d'accueillir avec amour, comme des frères en Christ, les vieillards, les handicapés et les miséreux, dont Claire de toute façon ne voudrait pas entendre parler. Leur compassion fraternelle lui sortirait immédiatement par les yeux. Ce dont elle avait besoin, c'était de tendresse conjugale ordinaire et plus immédiatement d'une bite dans sa chatte. Mais c'était justement cela qui n'était plus possible. La tendresse conjugale ordinaire n'aurait pu venir que comme accompagnement d'une sexualité rassasiée. Il aurait impérativement fallu repasser par la case sexe, qui lui était désormais et à jamais interdite. C'était certes bien triste. Pendant quelques années pourtant, avant de sombrer dans un alcoolisme définitif, Claire avait dû être une quadragénaire relativement flamboyante, peut-être même assimilable à une cougar ou à une milf. Une milf sans enfant, certes. Quoi qu'il en soit, j'en étais persuadé, sa chatte était longtemps restée humidifiable. Alors elle n'avait pas eu une si mauvaise vie. Je me souvenais par contraste, il y a 3 ans, immédiatement avant de tomber entre les griffes de Yuzu, d'avoir eu la fâcheuse idée de revoir Marie-Hélène. J'étais dans une de mes nombreuses périodes d'apathie sexuelle. Sans doute avais-je uniquement l'intention de prendre langue, probablement même pas de tirer un coup, ou alors il aurait vraiment fallu que les circonstances s'y prêtent, et cela me paraissait peu vraisemblable avec cette pauvre Marie-Hélène. Je m'attendais en sonnant à sa porte au pire, mais la situation en fait était encore bien plus pénible que ce que j'avais pu imaginer. Elle venait d'être victime d'une crise psychiatrique quelconque.
bipolarité ou schizophrénie, je ne sais plus, et elle en était restée effroyablement diminuée. Elle vivait dans une résidence ultra sécurisée de l'avenue René Coty. Ses mains tremblaient sans cesse et elle avait littéralement peur de tout. Du soja modifié, de l'arrivée au pouvoir du Front National, de la pollution aux particules fines. Elle se nourrissait de thé vert et de graines de lin. Pendant la demi-heure qu'avait duré ma visite, elle m'avait uniquement parlé de son allocation d'adulte handicapé. J'étais ressorti avec des envies de demi-pression et de sandwich aux rillettes, en même temps conscient qu'elle allait tenir très longtemps comme ça, au moins jusqu'à 90 ans. Elle me survivrait sans doute largement, de plus en plus tremblante, de plus en plus desséchée et craintive, créant sans cesse des problèmes de voisinage alors qu'en réalité elle était déjà morte. J'avais été conduit à forer mon nez dans le con d'une morte. Pour reprendre la parlante expression que j'avais lue, je ne sais plus où, probablement dans un roman de Thomas Disch, auteur de science-fiction et poète qui avait eu son heure de gloire, aujourd'hui injustement méconnu, suicidé un 4 juillet. Un peu c'est vrai parce que son compagnon venait de mourir du sida, mais aussi parce que ses revenus d'auteur ne lui permettaient tout simplement plus de vivre et qu'il voulait témoigner, par le choix symbolique de cette date, du sort que l'Amérique réservait à ses auteurs. Par comparaison, Claire allait presque bien. Après tout, elle pouvait encore s'inscrire aux alcooliques anonymes. Ils obtiennent parfois, paraît-il, des résultats surprenants, et aussi, j'en pris conscience lors de mon retour à l'hôtel Mercure. Certes, Claire mourrait solitaire, elle mourrait malheureuse, mais au moins elle ne mourrait pas pauvre. Après la vente de son loft, compte tenu des prix du marché, elle se retrouverait avec 3 fois plus d'argent que moi. Ainsi, une seule opération immobilière avait suffi à son père à gagner largement davantage que ce que le mien avait mis 40 ans à péniblement amasser à force de rédaction, d'actes authentiques et d'enregistrement d'hypothèques. L'argent n'avait jamais récompensé le travail, ça n'avait strictement rien à voir. Aucune société humaine n'avait jamais été construite sur la rémunération du travail. Et même la société communiste future n'était pas censée reposer sur ces bases. Le principe de la répartition des richesses était réduit par Marx à cette formule parfaitement creuse. À chacun selon ses besoins, source de chicanerie et d'ergotage sans fin si par malheur on avait tenté de la mettre en pratique. Heureusement, cela ne s'était jamais produit. Dans les pays communistes, pas davantage que dans les autres, l'argent allait à l'argent et accompagnait le pouvoir. Tel était le dernier mot de l'organisation sociale. Lors de ma séparation d'avec Claire, mon sort avait été notablement adouci par la fréquentation des vaches normandes. Elle avait été pour moi une consolation, presque une révélation. Les vaches pourtant ne m'étaient pas étrangères. Nous séjournions quand j'étais enfant chaque année un mois d'été à Méribel, où mon père avait acquis des parts d'un chalet en multipropriété. Pendant que mes parents passaient leur journée à randonner en amoureux sur les sentiers de montagne, je regardais la télévision, en particulier le Tour de France, pour lequel je devais développer une addiction durable. De temps en temps, quand même, je sortais. Les centres d'intérêt des adultes étaient pour moi un mystère, et il devait certainement y avoir un intérêt, me disais-je, à sillonner ces montages élevés, puisque tant d'entre eux, à commencer par mes propres parents, le faisaient. J'échouai à développer en moi une réelle émotion esthétique devant les paysages alpins. Mais je me pris d'affection pour les vaches dont je croisais fréquemment un troupeau ambulant d'une estive à l'autre. Il s'agissait de tarentaises, vaches petites et vives à la robe fauve, excellentes marcheuses, au tempérament prémeusotier. Elles avançaient souvent en gambadant sur les chemins de montagne et les cloches pendues à leur cou produisaient, avant même qu'on les ait aperçues, un bruit joli. À l'opposé, on n'imaginait pas qu'une vache normande se mette à gambader. L'idée même avait quelque chose d'irrévérencieux. Une simple accélération de leur démarche n'aurait pu, à mon avis, se produire que dans une situation de péril vital extrême. Amples et majestueuses, les vaches normandes étaient, et ceci semblait largement leur suffire. Ce n'est qu'en découvrant les vaches normandes que je compris pourquoi les hindous tenaient cet animal pour sacré. Au long de ces week-ends solitaires que je passais à Clécy, 10 minutes de contemplation d'un des troupeaux de vaches qui paissaient dans les bocages environnants suffisit à chaque fois à me faire oublier la rue de Ménilmontant, les castings, Vincent Cassel, les efforts désespérés de Claire pour se faire accepter par ce milieu qui ne voulait pas d'elle, et finalement à oublier Claire elle-même. Je n'avais pas 30 ans, mais j'entrais peu à peu dans une zone hivernale que n'éclaircissait aucun souvenir de la bien-aimée. Aucune espérance de renouveler le miracle. Cette
Asthénie des sens se doublait d'un désinvestissement professionnel croissant. La task force s'effilochait peu à peu. Il y eut encore quelques étincelles, quelques déclarations de principe, notamment à l'occasion des pôles d'entreprise. Il y en avait au moins un par semaine à la DRAF. Il fallait bien convenir que les Normands ne savaient pas vendre leurs produits. Le Calvados, par exemple, avait toutes les qualités d'un grand alcool. Un bon Calvados était comparable à un bas Armagnac ou même à un cognac. Il était pourtant 100 fois moins présent dans les boutiques duty-free des aéroports, un peu partout dans le monde. Et même dans les supermarchés français, sa place était en général symbolique. Quant au cidre, n'en parlons pas. Le cidre était habituellement absent de la grande distribution, à peine présent dans les bars. Des prises de position véhémentes se manifestaient encore au cours de ces pôles d'entreprise. On se promettait d'agir sans tarder, et puis tout cela retombait doucement au fil de semaines identiques et pas entièrement désagréables. L'idée qu'on ne peut de toute façon pas grand-chose à quoi que ce soit finissait tranquillement par s'imposer. Le directeur lui-même, si offensif et fringant du temps de mon embauche, s'arrondissait peu à peu. Il venait de se marier et parlait surtout de l'aménagement du corps de ferme qu'il venait d'acheter pour y loger sa future famille. Il y eut un peu plus d'animation pendant quelques mois, durant le bref passage d'une exubérante stagiaire libanaise qui décrocha notamment une photo de George W. Bush, faisant honneur à un copieux plateau de fromage. Photo qui devait provoquer une mini-polémique dans certains médias américains. Ce crétin de Bush n'avait apparemment même pas pris conscience que l'importation des fromages au lait cru venait d'être interdite dans son pays. Il eut donc un impact médiatique léger. Mais pour autant, les ventes ne décollèrent pas et les envois répétés de Livaro et de Pont-l'Évêque à Vladimir Poutine